Assalamu alaikum. Je vais vous présenter donc une question qui est d'actualité, qui c'est un véritable problème de santé publique, qui est la souffrance ou la détresse cérébrale néonatale. Donc, comme objectif du cours à atteindre, c'est de reconnaître un état de détresse vitale chez le nouveau-né, de définir une détresse cérébrale sur le plan physiopathologique, de reconnaître la gravité de cette détresse cérébrale, les principales étiologies, de savoir la prendre en charge et avoir une vue sur l'évolution et le pronostic dans les médias moyens et à long terme. La détresse cérébrale chez un nouveau-né est un événement grave et préoccupant. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital à court terme. Elle comporte toujours un risque pour l'avenir en raison de la possibilité de séquelles. C'est l'une des principales causes de mortalité néonatale en Algérie. Sa morbidité est élevée durant la première semaine de vie. C'est la cause la plus fréquente de l'atteinte du système nerveux central. La souffrance cérébrale survient dans 90% des cas avant ou pendant le travail, dans un contexte de souffrance fœtale chronique ou de souffrance fœtale aiguë lors de l'accouchement. Beaucoup plus rarement en postnatal, elle est en rapport avec une cause infectieuse, métabolique, hémorragique ou traumatique. La seule latitude thérapeutique satisfaisante est sa prévention, et ceci par la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement et de la période néonatale précoce. Rappel physiologique. Il existe une unité fœto-placentaire. Le placenta assure des échanges, donc le placenta assure des échanges gazeux, la nutrition, l'excrétion. Donc le placenta assure les échanges gazeux, la nutrition, l'excrétion et il est de faible résistance circulatoire. La circulation fœtale est caractérisée par une faible résistance sur la circulation systémique. La circulation fœtale est caractérisée par une faible résistance sur la circulation systémique, une forte résistance sur la circulation pulmonaire. Les poumons sont remplis de liquide alvéolaire. Le sang fœtal a une grande affinité pour l'oxygène. C'est l'hémoglobine fœtale. Il constitue l'un des facteurs de l'adaptation à l'hypoxie. Par la respiration qui nécessite donc un effort considérable, l'air va remplacer à la naissance le liquide alvéolaire. L'oxygénation s'accroît grâce aux poumons devenant fonctionnels. Elle permet de diminuer progressivement les résistances des artérioles pulmonaires. La fermeture du canal du canal artériel sensible à l'oxygène. Parallèlement, les résistances systémiques augmente suite au clampage du cordon. C'est la circulation postnatale. Pathologie de ce phénomène, la première, l'encéphalopathie anoxo-ischémique ou hypoxique ischémique néonatale est une lésion cérébrale grave résultant d'une diminution importante des débits sanguins et de l'oxygène dans le cerveau à la naissance. Les nouveau-nés atteints peuvent présenter une altération de la conscience, une diminution des réflexes, voire disparition, également une diminution du tonus musculaire, des crises convulsives ainsi que des signes des défaillances d'organes ou défaillances multiviscérales. Pour expliquer un peu ce phénomène physiopathologique de cette souffrance cérébrale, cette défaillance, elle passe par 3 phases importantes. On a la phase de latence, on a la phase secondaire et la phase tertiaire. Concernant la phase de latence ou la première phase, appelée défaillance énergétique primaire, survient entre 0 et 6 heures. Après l'épisode hypoxique ischémique. Lorsque l'apport sanguin dans le placenta il est insuffisant, une lésion hypoxique ischémique survient au niveau des tissus fœtaux. Ce qui compromet la contractilité cardiaque. Ceci entraîne une hypotension systémique et une diminution de débit sanguin cérébral. L'apport par conséquent en oxygène et en glucose au cerveau étant compromis, un autre mécanisme de production d'énergie est alors sollicité, c'est le métabolisme anaérobie.
Il s'agit d'un mécanisme peu efficace qui traduit par une production d'énergie d'ATP et une accumulation de l'acide lactique. La deuxième phase, c'est la phase secondaire. La phase secondaire où une défaillance énergétique secondaire survient entre 7 et 72 heures, donc après l'épisode hypoxique ischémique. Donc des facteurs inflammatoires tels que les cytokines, et, sont libérés et la lésion cérébrale devient plus importante. Des crises convulsives à ce moment peuvent se produire souvent au cours donc, de cette phase. Phase tertiaire, c'est la défaillance énergétique tertiaire. Elle survient donc 72 heures après l'apparition des lésions hypoxiques ischémiques. Elle peut durer entre plusieurs jours et plusieurs mois en fonction de la sévérité de l'encéphalopathie anoxo-ischémique et de la réponse à la prise en charge thérapeutique. Deux issues ou deux solutions sont possibles. Soit une récupération peut avoir lieu, celle-ci survenant lorsque les tissus cérébraux entrent dans un processus de réparation tel que les nerfs et les cellules gliales. Donc, les nerfs et les cellules gliales préservées commencent à se différencier et à proliférer et à régénérer. Toutefois, en cas d'épisode sévère, les tissus endommagés continuent à se détériorer à mesure que l'inflammation persiste. Les cellules de soutien telles que les cellules gliales et les astrocytes continuent de libérer des cytokines nocifs, ce qui accentue la mort cellulaire malgré le rétablissement de l'apport en oxygène et de sang du cerveau. Comme diagnostic positif, comment reconnaître ces phénomènes pathologiques qui peuvent signer la détresse cérébrale? L'observation analytique des anomalies neurologiques est la première étape indispensable. Les signes d'appel sont nombreux mais non spécifiques. Il est fondamental de répéter l'examen clinique chez le nouveau-né plusieurs fois si on veut éliminer l'influence de certains événements, par exemple la faim, le sommeil, ou l'existence d'une autre pathologie non neurologique, souvent transitoire, telle que digestive ou pulmonaire. Les principales anomalies cliniques peuvent se regrouper en deux chapitres. On a les manifestations convulsives et les manifestations cliniques. Alors, les convulsions, les convulsions peuvent s'agir, sont un mode de révélation classique et fréquent de pathologies neurologiques extrêmement divers. Elles peuvent être classiques sous forme de crise tonico-clonique, latéralisée ou généralisée, et se manifestent souvent par des symptômes divers, variés, qui attirent l'attention de l'équipe soignante par la répétition et les signes d'accompagnement, surtout neurovégétatifs. Par exemple, on peut avoir des apnées à répétition, des mouvements de pédalage, de boxe, de mâchonnement, un changement de couleur, des clonies, des accès d'hypertonie ou d'hypertonie. Les mouvements anormaux ne sont pas tous des convulsions. Des fois, le nouveau-né a tendance de trimuler. Il suffit de mettre les mains sur lui, donc c'est des tribulations, ils disparaissent. Donc, les anomalies, on a également de tonus et de réactivité. On a le cri qui est souvent typique, c'est un cri sur-aigu, qui traduit une souffrance cérébrale. Le tonus peut être exagéré, au contraire très limité, hypertonie ou asymétrie du tonus. La conscience est altérée, donc de la simple hyporéactivité au coma vrai. L'éveil est normal, des fois altéré ou bien exagéré. Le diagnostic de la souffrance cérébrale ou de la détresse cérébrale peut se faire au cours du travail. En commençant par le liquide méconial, le diagnostic se fait à la minuscopie ou après rupture des membranes. Il témoigne d'une anoxie fœtale avec vasoconstriction des vaisseaux mésentériques, une stimulation parasympathique avec augmentation de péristaltisme intestinal. Donc c'est une signification controversée. Il existe une signification controversée car tous les liquides méconial ne signifient pas une souffrance fœtale. Le syndrome d'aspiration méconiale ne complique que 2% des accouchements avec liquide amniotique méconien. Deuxième élément qui est les mouvements actifs fœtaux. Les mouvements actifs fœtaux, donc c'est très important de les détecter. Donc en cas d'absence, ça peut signer une souffrance cérébrale. On a modification du bruit du cœur fœtaux. On peut les mettre en évidence au stéthoscope obstétrical.
avec une surveillance discontinue, mais il est peu fiable. On a la modification également de rythme cardiaque fœtal. Donc, la cardiotocographie, c'est l'élément le plus fiable. On peut donc soit traduire par une tachycardie, donc fœtale permanente, si le rythme cardiaque de base il est supérieur à 180 battements par minute pendant plus de 10 minutes, ou bien une bradycardie fœtale permanente, si le rythme cardiaque fœtal est inférieur à 100 battements par minute pendant plus de 10 minutes. On a également le ralentissement périodique défini par rapport au sommet de la contraction utérine. Donc, on a des bradycardies sur le fond qui est synchrone par rapport à une contraction utérine. On a une bradycardie dont le fond est décalé par rapport au sommet de la contraction utérine. Tous ces éléments, on peut les déceler donc par la cardiotocographie. Donc, un enregistrement de rythme cardiaque fœtal normal est normal chez un nouveau-né, donc normal. Donc, si l'enregistrement de rythme cardiaque fœtal pathologique implique donc une détermination de pH au scalp, donc ce pH lorsqu'il est acide, il peut signer donc l'anoxie, et donc lorsqu'il est moins de 7,20 ou bien entre 7,20 et 7,25, et donc il signe un début d'anoxie, et lorsqu'il est normal, lorsqu'il est entre 7,25 et 7,35. Donc un monitoring de rythme cardiaque fœtal et le pH fœtal permettent l'évaluation du bien-être fœtal. Le diagnostic également donc de la souffrance cérébrale à la naissance, et ceci grâce au score d'Apgar inférieur à 3 après 5 minutes. Ce score d'Apgar comporte des paramètres tels que l'aspect de la peau, le pouls, les grimaces, l'activité spontanée et la respiration. Également, on a les anomalies neurologiques précoces qu'on peut le regrouper en 3 syndromes. On a le syndrome de dépression du système nerveux central, le syndrome d'hyperexstabilité et le syndrome d'hypertension intracrânienne. Alors, donc on passe au diagnostic de gravité, comment évaluer une gravité de la détresse cérébrale. On a le premier retentissement de cette détresse respiratoire sur un organe noble le premier organe noble qui est le cerveau. Donc l'évaluation neurologique doit être précise et répétée, mise en évidence des anomalies neurologiques. Donc ceci nécessite une classification en 3 stades de gravité croissante et à visée pronostic. On a la classification de Starnat et Amiel-Thiessen. Donc Amiel-Thiessen, stadifié de stade 1, stade 2, stade 3. Donc également on peut avoir également donc l'électroencéphalogramme le plus précoce possible, répété à 1 semaine. Donc l'ETF fait précocement avant J3 de vie permet d'objectiver des lésions cérébrales à type d'œdème cérébral, des hémorragies sont rares, et des lésions anorexo-ischémiques sous forme d'hyperéchogénicité de la substance blanche sous-corticale et des noyaux gris centraux. Elle doit être répétée pour guetter l'évolution vers l'atrophie cérébrale ou l'atrophie corticale ou sous-corticale chez le nouveau-né à terme, les lésions de leucomalacie périventriculaire, bien sûr, beaucoup plus chez les prématurés. Également, on a le retentissement, après le retentissement cérébral, le retentissement cardiovasculaire avec troubles de hémodynamique tels que des hypertension, donc anomalies de temps de recoloration, des hypoperfusions. On peut avoir une cardiomyopathie ischémique liée à l'hypoxie. Donc un bilan cardiologique peut se faire, à savoir une radio du thorax à la recherche d'une cardiomégalie, un ECG et bien sûr une échocœur. Donc à la recherche d'une persistance de la circulation fœtale. Un retentissement pulmonaire également, on peut avoir un syndrome de détresse respiratoire en rapport avec une inhalation de liquide amniotique méconial. Donc de ce fait, on peut faire un téléthorax pour évaluer les lésions pulmonaires et bien sûr la gazométrie artérielle, la recherche d'une hypoxie. Donc hypercapnie, on a une acidose métabolique. Donc pour le retentissement du rein, on peut avoir une oligoanurie, donc par hypoxie, une nécrose tubulaire, peut se traduire par une oligoanurie avec hématurie, bien sûr, une protéinurie. On peut avoir même une insuffisance rénale aiguë,
Donc le diurèse, donc surveillance de la diurèse est très important. On peut la quantifier, l'abscisse en fonction et une fonction rénale telle que l'urécréa et même la clairance à la créatinine. Le retentissement hépatique, donc on peut avoir un ictère précoce plus ou moins intense, on peut avoir même une diminution des facteurs de coagulation qui sont le 2, le 1, 2, le 7, le 9 et le 10. Retentissement intestinal, il y a risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante avec des rectorragies, toujours secondaire à l'hypoxie, distension abdominale tendue et luisante. On peut avoir un résidu intestinal important, donc d'où l'intérêt de faire un téléASP face profit. Alors, recherche d'une pneumatose intestinale. Donc, après ce diagnostic de gravité, donc on passe au diagnostic étiologique, à la recherche des principales étiologies de cette détresse cérébrale. On a les causes en anténatal, Donc, comme cause anténatale, on a les causes génétiques, par exemple les anomalies chromosomiques ou génétiques, les malformations cérébrales telles que l'anomalie de la fermeture de tube neuronal, les malformations cérébrales. On a différents types d'anomalies de développement du cérébral telles que les encéphalies et l'hydrocéphalie. Les infections ont leur place telles que on les recherche par la sérologie torche. Les torches, c'est la toxo, auréon, rubéole, cytomégalovirus et l'hépatite. Donc on a les infections materno-fœtales avec chorioamnionites qui peuvent être la cause d'une atteinte cérébrale chez le nouveau-né. On a la prématurité, et ceci par lésion hémorragique de la substance blanche. Donc les grossesses multiples, c'est le syndrome transfuseur-transfusé, ou bien une mort d'un co-jumeau. Les pathologies cérébrales en oxo-ischémie qui peuvent être le chef de file, donc généralement c'est chez les petits poids de naissance. Donc, par exemple, exposition aux agents toxiques, donc l'alcool et drogue prises par la mère, les hémorragies anténatales survenant sur la placenta previa, on a les hyperthermies maternelles. On a les traumatismes obstétricaux. Donc, lors des difficultés de l'accouchement, soit par exemple un enfant gros ou bien un enfant gros, donc le passage il est difficile, entraînant des traumatismes cérébraux ou même des traumatismes de traumatismes différents appareils de l'enfant. Et on a l'asphyxie pernatale. Les causes postnatales, toujours la pathologie anoxo-ischémique se manifeste en postnatal, sur troubles hémodynamiques sévères avec hypoxie prolongée. On peut avoir en postnatal la pathologie anoxo-ischémique. Donc on peut avoir autres étiologies telles que la pathologie infectieuse, telles que le méningite et les encéphalites, métaboliques en rapport avec une hypoglycémie, hypocalcémie, hypomagnésémie, ou autres telles que l'hypolipérnatrémie ou les maladies métaboliques rares. Alors, quels sont les examens complémentaires qui peuvent nous aider à mettre en évidence ce tableau de détresse cérébrale? On a dit qu'il y a une phase d'anaérobie, avec production des lactates. On va doser les lactates, donc c'est l'hyperlactacédémie, on peut doser les lactates. Donc le taux d'acide lactique lorsqu'il est supérieur à 6 mmol, il s'élève au cours de la souffrance cérébrale et témoin d'un métabolisme cellulaire en anaérobie. Également, on a l'électrophysiologie, on a l'électroencéphalogramme d'amplitude qui peut déceler les anomalies neurologiques. On a les potentiels évoqués, également auditifs ou visuels. Pour déceler également les anomalies de la vision, de l'audition chez le nouveau-né. On a l'imagerie cérébrale allant de l'écho transfrontalière, scanner cérébral jusqu'à l'IRM cérébral. Alors, on passe à un autre chapitre qui est la prise en charge de ces nouveau-nés présentés une détresse cérébrale. Comme objectif de notre prise en charge, c'est de restaurer et maintenir les fonctions vitales, réduire le risque lié à l'hypoxie, lutter contre l'œdème cérébral et les convulsions, rétablir l'intégrité neuronale pour empêcher l'installation des lésions définitives.
Alors, ces nouveau-nés qui présentent des détresses vitales, ils doivent être hospitalisés en urgence, en unité de soins intensifs, mise en condition et procéder donc rapidement aux gestes de réanimation. Même ça se débute en bloc opératoire en respectant les phases A, B, C et D, donc selon les critères d'ILCOR 2015. Donc, et ces enfants doivent être mis dans une couveuse stérile, préchauffée sur une table chauffante avec réglage de la température pour maintenir une normothermie entre 36 et 37, tout en évitant absolument l'hyperthermie. Les étapes de réanimation, la réanimation du nouveau-né respecte l'algorithme. Donc la phase A, airway, pour libérer les voies aériennes, positionnement de la tête en position neutre, des obstructions de la bouche 5 cm et le nez 1 cm, avec une dépression à 100 à 150 cm d'eau, éventuellement bronchoaspiration, c'est le liquide amniotique méconial, et le nouveau-né non vigoureux. La phase B est le breathing, non pour respiration efficace, stimulation du dos et de la plante du pied, ventilation à pression positive au ballonnet auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou insuffleur en pièce T, on va voir l'image, 40 à 60 ventilations par minute. Possibilité d'utiliser des temps d'insufflation 2 à 3 secondes pour les premières insufflations, particulièrement avec les insuffleurs manuels sur pièce de thé ou néopuff. La ventilation sur sonde d'intubation trachéale, donc si échec de la ventilation au masque, ou compression thoracique, ou hernie donc diaphragmatique. La phase C, c'est la circulation pour une bonne circulation sanguine. On a le massage cardiaque, 90 massages et 30 ventilations par minute en rythme de 3-1. Donc, on n'oublie pas l'adrénaline avec le remplissage soit du culot globulaire ou bien du plasmagène. Donc, la coloration ne fait plus partie de l'algorithme de la réanimation. Donc, un capteur de saturation d'oxygène doit être placé sur la main droite du nouveau-né en région préductale. La mesure de la saturation d'oxygène sera comparée aux valeurs de référence de la saturation d'oxygène qui varie de 1 minute jusqu'à 10 minutes en allant de 60 à 65% jusqu'à 85 à 90%. Donc pour une bonne réanimation d'environnement, le bébé doit être en normoglycémie, en normothermie, dispositif de l'intubation, on a la sonde d'intubation au ballonnet. Et ça également, on a le masque laryngé. On a le masque laryngé qui peut nous aider dans la réanimation. Ça, celui-ci, c'est à monter. Donc, c'est le néopuff. Donc, c'est le néopuff. Donc, qui nous doit nous préciser, qui nous aide énormément dans la réanimation du nouveau-né. Donc, il est beaucoup meilleur que le ballonnet à pression positive. Autre procédé pour la ventilation à pression positive. Donc, c'est des appareils de ventilation qui peuvent aider, comme une aide respiratoire pour les nouveau-nés. On a le nasal CPAP, un fond de flot. Le bébé doit être mis dans un incubateur bien équipé. Donc, pour prendre en charge toutes les anomalies, de tous les différents organes, les différents organes qui sont touchés par l'atteinte cérébrale. On a le traitement, on a la prise en charge deuxième palier de l'asphyxie périnatale comme objectif d'atteindre, c'est lié aux complications de l'anoxie. On a le traitement des convulsions, des troubles respiratoires, métaboliques et thermiques et les effets secondaires surtout de l'œdème cérébral. Après la mise en condition, on comprend des soins. Donc pour diminuer la consommation d'oxygène et les manipulations fréquentes, donc il faut dans une ambiance pas beaucoup de bruit parce que ça altère la lumière et le bruit aggrave l'état cérébral. L'oxygène c'est nécessaire, bien sûr il faut le surveiller en fonction de la demande de l'enfant avec une FI, donc fixation d'oxygène de sécurité. Donc il faut un apport calorique pour l'enfant, glycidique, protidique suffisant. L'idéal c'est d'avoir l'allaitement maternel. Le traitement des convulsions dépend de la fréquence des crises convulsives et de l'état neurologique. Le meilleur c'est le phénobarbital, il a une longue durée de vie, mais à condition
Donc il faut faire très important, il faut doser la barbitémie et attention aux intoxications phénobarbitales. La dose de chaque c'est 20 mg, dose d'entretien 24-48 heures 3 à 5 mg. On a d'autres drogues telles que le phénotoïl, le rivotril, le méthazolamine et les docaïnes. Pour l'œdème cérébral, l'orthostatisme avec une tension élevée à 30 degrés, restriction hydrique 50 cc par kilo-jour, une ventilation en hypoalcalose. En se rappelant de la physiopathe, il y a une acidose métabolique. Pour se lutter contre elle, il faut utiliser la ventilation en hypoalcalose recommandée avec un PCO2 moins de 35 torts. Éviter les complications, il faut changement de position pour éviter les escarres, les infections, l'encombrement des aspirations discontinues. Également, donc, le traitement neuroprotecteur, des mécanismes lésionnels découlent plusieurs approches pour la neuroprotection. Il y a le traitement donc, de neuroprotecteurs qui est dans le domaine de la recherche. On a les antagonistes des acides aminés excitateurs, les drogues bloquant les effets neurotoxiques et les antiradicaux libres. Et bien sûr, donc l'hypothermie qui occupe une place très importante, donc soit partielle ou totale, donc pour lutter contre l'inflammation. Et elle est de bons pronostics. Elle est utilisée elle est utilisée dans différents pays, par exemple dans le Maghreb, le Maroc et même la Tunisie. Donc le traitement étiologique, donc de l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, bien sûr de l'infection. Le pronostic, le pronostic de la détresse cérébrale dépend du stade. Pour la souffrance mineure au stade 1, il n'y a pas de séquelles ou séquelles minimes. Si l'examen AJ7 il est bon, l'examen de TFL est normal, donc c'est le bon pronostic. La souffrance modérée, pas de séquelles si l'examen clinique est normal, AJ7. Pour la souffrance majeure, décès, donc généralement qui survient dans 50% au cours de la première semaine, la première année. Sinon, il existe toujours des séquelles, le plus souvent graves, hydrocéphalie, infirmité motrice cérébrale, les hémiplégies, les syndromes extrapyramidaux, etc. La prévention donc, occupe une place très importante. Donc, c'est la clé du traitement. Donc, cette prévention doit être pendant la grossesse, l'accouchement et la période néonatale précoce. Donc, il faut insister sur la corticothérapie anténatale, donc surtout chez les prématurés entre 24 et 33 semaines et 6 jours. Donc, évaluation morphomérique et hémodynamique du fœtus par différents appareils. Le transfert intra-utérin du nouveau-né à risque. L'organisation des soins en maternité et les soins maternels et néonatales. Donc, amélioration de l'assistance en salle d'accouchement. Il faut améliorer le plateau technique donc, de la réanimation des nouveau-nés, améliorer de la nutrition postnatale, amélioration de l'assistance respiratoire, donc en favorisant la disponibilité du surfactant et les moyens donc, de la ventilation invasive et même non invasive, tels que le CPAP. Donc, amélioration des soins et développement, bien sûr, et également de la douleur. Je vous laisse à votre disposition quelques références pour vous aider à approfondir vos questions. Et je suis très attentif à vos questions. Vous voulez plus d'éclaircissement de certains points. Je suis à votre disposition. Merci de votre écoute et bon courage pour l'examen.